Bonjour, bonjour. En début d'année, Bad Bunny transformait la scène du Super Bowl en un véritable manifeste culturel qui a eu un impact dans le monde entier. Comme quoi la présence médiatique sert aussi à pouvoir définir une culture, transmettre un récit particulier et toucher le monde entier. Aujourd'hui, vous le voyez, je ne suis pas au studio dans tes rêves, je suis dans le magnifique espace de Sayaspora, un organisme montréalais qui travaille pour amplifier les voix des femmes de la diaspora africaine. L'essence même de Saya Lab, c'était vraiment d'accompagner ces femmes-là. Elles avaient finalement un espace où elles pouvaient produire un récit qui leur ressemble. Face à un monde qui change, face à ces événements qui nous marquent, je me suis posé la question, qui choisit les histoires qu'on raconte dans les médias et pourquoi c'est important de les diversifier? Les barrières physiques sont matérialisées également à travers la télé, dans le numérique, sur les médias sociaux. Aujourd'hui, pour en parler, j'aurai avec moi Djamila Touré, la directrice générale et fondatrice de Sayaspora, Lucie Ntanga, chargée de projet Saya Lab, et également Zina Babouri, créatrice émergente. Tu sais, quand tu es dans le process en fait, de création, tu regardes tes images, puis il y a tout le temps un truc qui coince. Donc, je pense que c'est aussi la pression extérieure, on va dire. Et puis, restez jusqu'à la fin, il y aura une surprise poétique signée Jose Daniel Beauville. On commence tout de suite en accueillant dans son propre bureau Djamila Touré, qui est la DG et la fondatrice de l'organisme Sayaspora. Hello! Hello Djamila! Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va, merci. Merci de nous recevoir dans cet espace magnifique. Avec grand plaisir. Donc tu es la fondatrice de cet espace. Exact. Tu as travaillé avec d'autres personnes, tu l'as cofondé en fait, si je ne me trompe pas. Alors je suis la fondatrice, puis j'ai des cofondatrices. D'accord, très bien. Donc fondatrice principale Exact. et directrice générale aujourd'hui de Sayaspora. Exactement. Alors je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi justement c'est si important, si urgent d'amplifier les voix des femmes de la diaspora africaine dans le monde dans lequel on est? C'est important parce que trop longtemps, nos histoires ont été racontées à notre place, de manière toute simple, et dans différents médias. Ça peut être les médias numériques alternatifs principaux. Ils ont été en fait pendant trop longtemps des véhicules de stéréotypes, des véhicules de fausses histoires, des véhicules d'histoires qui n'étaient tout simplement pas forcément les nôtres. Donc, on vit dans une ère où est-ce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de femmes de la diaspora africaine qui se réapproprient ces différents espaces-là. Donc ça peut être le numérique et consorts comme je l'ai nommé, puis c'est beau à voir. Donc pour nous, c'était important justement de pouvoir amplifier ce mouvement qui existe déjà et s'assurer de pouvoir leur donner les outils adéquats pour, encore une fois, amplifier le travail qu'elles faisaient déjà. Qu'est-ce qui fait que ces récits-là sont aujourd'hui caricaturés? Ou avant que ces femmes émergent de plus en plus, qu'est-ce qui fait que les récits étaient parfois caricaturaux ou caricaturés, ou que ces femmes-là étaient peu présentes dans les médias? Ça remonte quand même à très longtemps. Tu sais, on parle de la colonisation, on parle des représentations, on parle des espaces auxquels est-ce qu'on avait accès, auxquels est-ce qu'on n'avait pas forcément accès en tant que tel. Puis les barrières physiques réelles dans lesquelles est-ce que les femmes de la diaspora africaine et femmes africaines de manière générale étaient placées, ce sont des barrières qui se sont matérialisées également en ligne. Donc à travers la télé, dans le numérique, sur les médias sociaux et consorts. Donc ces mêmes barrières-là finalement qu'on va être amené à retrouver, dans lesquelles est-ce qu'on ne va pas se voir représenter. Tu sais, on peut penser tout simplement au monde, par exemple, de la tech, qui n'est pas connu pour être l'un des mondes les plus diversifiés qui soit, en termes de genre, tout simplement, tu vois. Puis finalement, cette injustice-là, puis cet enjeu, va se refléter aussi dans l'univers médiatique de manière générale. Donc c'est vraiment, en fait, une continuité de ce qui existe dans la vie réelle, qui se reflète tout simplement dans les médiums qu'on est amené à consommer. Donc en fait, on a le droit de parler quelque part, ou les femmes de la diaspora africaine ont le droit de parler, mais dans des espaces très très limités finalement. Totalement. Puis, tu sais, encore une fois, on a le droit de parler, oui, mais c'est pas de tout non
non plus, pas de toutes les manières possibles. Puis ce que j'apprécie fortement avec l'expansion des médias sociaux qu'on voit en ce moment, c'est qu'on se permet justement maintenant de parler de tout, de toutes les manières qu'on veut, qu'il n'y a pas forcément de filtre. Puis c'est ça qui est beau à voir aussi, c'est de sortir finalement de cette vision stéréotypée de ce que c'est que d'être une femme de la diaspora africaine et de montrer la multitude de parcours, de profils, d'expériences finalement qu'on a et qui nous représentent aussi. Ouais. Et ça donne quoi de pouvoir représenter les multitudes de nuances, de pouvoir représenter ces femmes de la diaspora africaine dans les médias? Leur présence, qu'est-ce que ça nous apporte à nous, société en entier? Ça apporte quand même beaucoup de choses. Il y a de la richesse dans la diversité, puis il y a de la richesse dans la représentation. Tu sais, tu as cette phrase commune de tu ne peux pas forcément devenir ce que tu ne vois pas, ou enfin, verbatim, c'est pas forcément la phrase, mais bref, je pense que vous avez quand même l'idée. Ce que je veux dire par là, c'est que ça apporte de nouveaux modèles de représentation qui n'existaient pas forcément avant. Le fait de voir une femme, je dis n'importe quoi, tu sais, être, je pense par exemple à la première femme noire qui était sur la Lune, ou la première femme noire qui était dans un cadre politique spécifique, ça apporte une certaine validation, une certaine inspiration aussi finalement pour les jeunes femmes qui aspirent à ça. Mais de manière générale, je trouve que c'est aussi important d'avoir des représentations qui sont le réel reflet de la société et qui n'invisibilisent pas en fait des parcours de vie qui méritent d'être vus, qui méritent d'être entendus et qui méritent aussi d'apporter tout simplement leur pierre à l'édifice des espaces décisionnels qui existent. Donc en fait, il y a deux choses. Il y a ce côté où une petite fille issue de la diaspora africaine, qui va devenir une femme de la diaspora africaine, a besoin de sentir qu'il y a des modèles de possibilités pour elle. Totalement. Et d'un autre côté, finalement, le fait qu'on n'y ait pas trop de diversité, c'est pas du tout un reflet de la société dans laquelle on vit. Totalement. Donc il y a un déséquilibre. Totalement. Puis c'est aussi ne pas forcément rendre les fleurs à ceux et celles qui méritent de recevoir ces fleurs-là. Parce que dans beaucoup d'espaces, on va être amené à célébrer la culture africaine, la culture noire, sans pour autant accepter les corps africains ni les corps noirs. Donc tu sais, ça apporte aussi cette réflexion-là. Donc dans ce que j'entends, quelque part, je me demande s'il n'y a pas aussi un peu de toi dans la petite fille. Est-ce que c'est quelque chose qui te manquait ? Est-ce que c'est ça qui a été le moteur pour toi de création de Saiaspora ? Totalement, c'est un manque de représentation totale. C'est de là que Saiaspora vient. Saiaspora est né comme un blog. J'avais envie de pouvoir trouver un espace en ligne dans lequel est-ce que j'allais pouvoir retrouver des histoires de femmes de la diaspora africaine qui étaient représentées de manière glorieuse. Où il n'y en avait pas forcément beaucoup, ou s'il y en avait, c'était forcément soit un espace pour les femmes noires ou soit pour les femmes issues du Maghreb. Il n'y avait pas forcément cette notion de diaspora africaine qui était mise de l'avant. Donc pour ma part, c'était important de pouvoir créer encore une fois parce que je ne voyais pas. J'étais à la recherche finalement d'une espèce de communauté numérique avec laquelle est-ce que j'aurais pu nourrir en fait cette soif de représentation là en fait. Alors là, il y a deux points importants là dans ta question. Le premier, c'est cette soif là de représentation. On va en parler peut-être plus tard. Mais l'autre point que je voulais aborder, c'est je ne voyais pas de lien entre les différentes parties de l'Afrique, la diaspora africaine. Tu as un parcours très spécifique. D'abord, on a un point commun, c'est la Côte d'Ivoire. Un très bon point en commun. Un très bon Le point meilleur en commun. même se regarde bien. Exactement. Mais tu n'es pas que issu de Côte d'Ivoire, tu es Exact. issu de différents pays d'Afrique. Est-ce que tu veux en parler un peu ? Oui, je suis née en Côte d'Ivoire, puis j'ai vécu quand même 10 ans au Maroc. Donc, lorsque je parle d'Afrique, pour moi, l'Afrique est complète. C'est-à-dire que je ne vois pas forcément juste l'Afrique subsaharienne ou australe et consorts. Je vois vraiment tous les 50 et quelques pays qu'il y a sur ce continent. Puis, quand je parle de sa diaspora, je parle finalement de ces différents espaces-là également, puis toutes les personnes qui se sentent concernées par cette appellation de diaspora africaine. Donc, pour ma part, c'était vraiment important, de par le parcours que j'ai eu, d'avoir une plateforme qui arrivait à créer ce lien d'unité, en fait, qui nous manque des fois sur le continent africain. Tout à fait. Et pourquoi c'était important ce lien d'unité pour toi ? C'est quoi la richesse que ça a apporté ton parcours ? Ou les défis ? Des défis, franchement, on n'a pas le temps. Très bien. Mais la richesse, il y en a quand même aussi beaucoup. Ouais.
Et l'un des premiers éléments que je vois, c'est que lorsque j'étais petite, je me définissais vraiment comme un caméléon. Ça me permet en fait de pouvoir passer d'une communauté, d'une conversation à une autre en étant totalement à l'aise et confortable. Je peux parler de manière totalement confortable à une personne qui vient de Côte d'Ivoire, d'une personne qui vient du Maroc, d'une personne qui vient du Canada, d'une personne qui vient de France, parce que j'ai ce différent melting pot culturel-là qui se balade dans les différents bagages culturels que j'ai et qui permettent finalement de me sentir à l'aise et m'adapter efficacement, stratégiquement, intelligemment aux différentes parties prenantes avec lesquelles est-ce que je suis amenée à interagir. Et ici, nous, on est à Montréal, Québec, Canada. Donc, ton côté issu de différentes cultures, tu es un visage du Québec d'aujourd'hui, du Canada d'aujourd'hui, comme je le suis d'ailleurs. Hein. Je suis issu de plein de cultures différentes. Exact. Et c'est crucial de montrer cette richesse-là. Totalement. Totalement. Puis c'est aussi important d'avoir ce genre d'espace qui nous rappelle que oui, le racisme systémique existe au Québec. Et que justement, on peut avoir différentes barrières qui ne sont pas forcément nommées. Puis c'est justement là que les problématiques arrivent. Lorsque ce n'est pas nommé, on ne trouve pas ça pertinent de trouver des solutions. Lorsque ce n'est pas nommé, on ne trouve pas ça forcément pertinent d'avoir des espaces comme celui de Sayaspora où est-ce qu'on peut se retrouver en communauté, mais pas que. En communauté avec nos alliés, on crée des espaces justement où est-ce qu'on crée des ponts spécifiquement. Mais le fait d'invisibiliser des problématiques invisibilise aussi d'office les solutions qu'on peut apporter en fait. Parce que l'une des choses que les gens pourraient mettre en critique, c'est le côté communautaire finalement, le côté rassemblement communautaire, mais en fait, il existe pour contrer l'invisibilisation et en même temps créer des ponts. Totalement. Puis j'aime bien comment tu as roulé le R sur rassembleur en tant que tel, parce que veux pas, ça peut être vu de manière très négative. Puis encore une fois, il y a vraiment de la beauté de pouvoir se retrouver en communauté pour pouvoir, encore une fois, être à l'aise en communauté de manière générale. Puis quand je dis à l'aise en communauté de manière générale, je parle de la communauté montréalaise at large. À Sayaspora, on va avoir des événements qui vont être par et pour, mais des événements qui vont être ouverts vraiment, comme j'aime bien le dire, à Pierre, Paul, Jacques. C'est-à-dire, peu importe, t'es la bienvenue, puis nos portes te sont ouvertes. Ça prend les deux. Puis je trouve que le Canada, il faut aussi lui donner ses fleurs à ce niveau-là, parce que c'est pas partout pareil ailleurs. Il y a cette compréhension de la plus-value d'avoir des espaces justement par et pour. Parce que les espaces des fois trop communs, trop larges, peuvent avoir des sources d'insécurité, des sources, encore une fois, stéréotypées comme on l'a vu au début, qui vont faire en sorte que certaines personnes ne se sentiront pas forcément à l'aise pour dire leur vérité, participer à tel ou tel espace en tant que tel. Mais à créer des environnements par et pour permettre de libérer la parole lorsque c'est bien fait, mais ça permet aussi finalement de faire sentir les gens assez à l'aise pour investir les espaces plus larges par la suite. Et dans le rêve de la petite fille qui ne voyait pas de modèle, plus tard, de modèle en grandissant, c'était quoi? C'était vraiment La La Land, hein. Le rêve de base, je te dirais, c'est de voir à travers les écrans la communauté qu'elle voyait dans ces quatre murs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'autour de moi, je voyais des femmes qui étaient avenantes, entrepreneurs, des modèles d'inspiration. Mais quand j'allumais ma télé, lorsque j'allais en ligne, je ne les voyais pas. Puis ça crée en fait une espèce de dichotomie. Donc le rêve finalement que j'avais, c'était de pouvoir voir cette inspiration que j'avais dans les quatre murs de chez moi, amplifiée de manière générale. Et pourquoi ça te touchait particulièrement? Pourquoi c'était quelque chose qui t'a poussé à agir pour créer Sayaspora plus tard? Parce que j'en avais besoin. Okay. Tu sais, ce besoin de communauté-là, c'est quelque chose d'humain. En fait, au final, c'est de très simple, d'être à la recherche de personnes qui font écho à ce que tu ressens, à ce que tu recherches. Ça vient vraiment finalement d'un besoin d'être à la recherche d'une communauté. Est-ce que derrière l'invisibilisation, il y a une douleur? C'est dur, tu penses, pour une petite fille, là pas forcément toi, mais en général dans la société, de ne pas se voir dans les écrans, de ne pas avoir des modèles. Mais c'est totalement aliénant. C'est aliénant. Au-delà de la douleur, je pense que c'est totalement aliénant parce que, encore une fois, tu te vois, tu as des miroirs chez toi, mais quand tu rentres dans les espaces auxquels est-ce que tu aspires, tu ne te vois pas représenté là-bas. Donc ça te fait
questionner beaucoup de choses. Ça te fait questionner ta légitimité, ça te fait questionner ta plus-value, ta valeur. Même des fois, tu as à investir ce type d'espace-là en tant que tel. Puis ça te crée des barrières que la société te met, mais que toi-même, tu amplifies de par le simple fait que tu ne te vois pas dans ces 10 espaces-là. Donc, je pense que c'est foncièrement aliénant. Donc il y a un lien un peu entre finalement aliénant mentalement, intellectuellement, et l'impact que ça aura dans la société, la façon Totalement. dont on voit le monde. Totalement. Encore une fois, c'est penser des espaces sans diversité, c'est penser des espaces qui manquent de richesse, selon moi. Et une personne qui ne serait pas sensibilisée à cette question-là, tu lui dirais quoi pour qu'elle comprenne que c'est urgent aujourd'hui de mettre en place ça, cette diversité-là, de la voir? Est-ce que tu t'adresses à ces personnes-là ou pas du tout? Oui, totalement. On avait eu d'ailleurs même un projet du nom de dialogue de la diaspora avec Patrimoine canadien qui visait à mettre en conversation des femmes de la diaspora africaine avec Pierre-Paul Jacques, encore une fois, vraiment toute communauté confondue, Oui, avec tout le monde. pour pouvoir créer finalement des ponts, mettre en lumière les croisements de leurs expériences, de leur vécu, de leur parcours et consorts. Et ça permettait justement de faire comprendre à certaines personnes les barrières, les enjeux finalement que vivaient ces femmes-là. Et inversement, finalement, ça permettait de mettre en lumière des intersectionnalités qu'on n'aurait peut-être pas forcément pensé entre différentes communautés. Donc, ce que je dirais à ces personnes-là, en termes de compréhension, c'est un mot sur lequel est-ce que je bloque. C'est les personnes qui ne comprennent pas forcément. J'irais d'essayer le plus possible de se faire violence et d'aller simplement consommer du contenu différent. Mhm. Parce qu'on vit en fait dans une ère où est-ce que, surtout sur les médias sociaux, encore une fois, on consomme ce qu'on connaît, puis notre algorithme nous enferme. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir une auto-validation sur ce qu'on pense qui est pertinent, qui peut être totalement à l'antipode de ce qu'une autre personne peut trouver valorisant ou comprendre. Donc, ce serait d'encourager ces personnes-là à aller à l'encontre de se faire violence, encore une fois, puis d'aller à l'encontre de ce que leur algorithme leur montre d'office et d'aller taper des mots-clés, tout simplement, et de comprendre qu'il y a vraiment toute une autre communauté qui existe, qui pense différemment. Puis je ne dis pas que ces communautés-là pensent de manière plus pertinente Oui. ou autre, elles pensent juste différemment. Mm. Et qu'il y a de la beauté, qu'il y a de la pertinence donc, dans le fait de comprendre qu'il y a aussi différent. Différent ne veut pas forcément dire mauvais, différent ne veut pas forcément dire à l'antipode de ta réalité. Tu vas même des fois te sentir, te retrouver des fois même surpris par les ponts de croisement que tu peux avoir avec ces communautés-là, finalement, que tu n'aurais pas du tout compris. C'est pour reprendre le mot que tu as mentionné au début, si tu n'avais pas fait cet effort-là, en fait, d'aller à la rencontre de d'autres voix, d'autres parcours et d'autres histoires. C'est quoi les mots-clés? On tape quoi là pour voir ça? On tape diaspora, on tape culture, on tape femme aussi, en vrai. Alors, ça, c'est important. Hein. Jamila utilise le terme violence. Moi, j'ai envie d'utiliser le terme curiosité. Hein. Je vous invite à, évidemment, avoir la curiosité d'aller découvrir des contenus peut-être différents que vous ne croisez pas forcément. Et effectivement, dans la question de contenu un peu authentique créé par différentes femmes de la diaspora africaine, vous allez voir effectivement des choses qui vont vous ressembler, qui vont vous parler. L'une des missions de Studio dans tes rêves, c'est vraiment de pouvoir faire le lien entre ce qui se passe à l'intérieur de nous et la manière dont on regarde le monde. Donc, curiosité, je vous invite à y aller. Totalement. On va maintenant accueillir Lucie Ntanga. Hello mesdames. Hello. Bonjour Lucie. Hello. Comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va, merci. Oui, très bien. Alors, donc on parlait avec Jamila Touré de l'importance de diffuser les récits des femmes de la diaspora africaine et de son parcours un peu qui l'a emmené à créer sa diaspora. Toi, tu es chargée de projet et donc tu as travaillé sur un projet qui a permis de développer ou d'aider à développer des récits numériques de ces femmes. Exact. Si on parle concrètement parlant, c'est quoi reprendre le pouvoir sur son récit? Ce serait quoi? D'ailleurs, je m'adresse à toutes les deux, hein, soyez à l'aise. Voilà. Moi, je pense que c'est se donner les moyens. L'essence même de Saya Lab, c'était vraiment d'outiller, d'accompagner ces femmes-là
à produire un récit qui leur ressemble. Donc, il n'y avait pas de contrôle, de ligne éditoriale précise, rien du tout. On avait un seul thème qui était à travers mes yeux, puis elles étaient libres de faire ce qu'elles voulaient, de raconter ce qu'elles voulaient. Je trouve ça, c'est important, puisque les filles, elles avaient finalement un espace où elles pouvaient se retrouver. Elles ont créé une communauté, elles s'entraidaient, et elles ont pu, néanmoins, produire un récit qui leur ressemble, puisque c'est elles qui l'ont produite, de A à Z. Donc ça, je trouve que ça permet plusieurs choses. C'est de diminuer, voire atomiser le syndrome de l'imposteur. Ah, alors dans quel sens? Attends. Dans le sens où ce que moi j'ai pu observer à travers l'accompagnement de ces 22 jeunes créatrices-là, c'était parfois, même si on leur donne tout ce qu'il faut, il y a quand même une petite voix intérieure qui dit « Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis capable? À quoi va ressembler mon récit ?» Et puis il y a aussi se comparer. Donc moi j'ai pu observer ça, mais finalement à la fin, ce qui a prévalu, ça se dit? Oui, totalement. Oui. C'est la fierté finalement de dire « Ok, j'ai fait un récit, c'est moi qui l'ai écrit, j'avais envie de raconter cette histoire-là, ça fait longtemps que je voulais le raconter. Finalement, quand j'ai les outils, ben là je vois que je peux le faire et je vais le refaire. Sans que ça soit là. On a donné comme un élan, on a insufflé quelque chose, puis finalement elles vont pouvoir le faire et donner envie aussi à d'autres personnes. Donc reprendre le pouvoir sur son récit, quelque part finalement, de ce que j'entends, c'est d'abord une question de confiance en soi. C'est un geste d'affirmation de soi. Ouais. Comme le disait Jamila, le numérique et les réseaux sociaux, c'est un outil incroyable, mais quelque chose aussi qui peut nous renfermer. Puis moi, je pense que les filles, le fait qu'elles soient passées aux coulisses, je trouve que c'est vraiment un geste d'affirmation de soi, d'apporter ça sur la place publique en disant « Hey, moi j'avais envie de parler de ça, je l'ai fait ». Et de voir l'ampleur et l'amplitude que ça a pris aussi de ce message-là, de voir tellement de gens qui disent « Ok, moi ça résonne ». Donc finalement, tu dis « Ah !» Il y a quand même plusieurs niveaux au projet. Ouais. Alors, de quoi ont parlé ces femmes? Concrètement, elles ont parlé de réaliser leurs rêves. Elles ont fait des déclarations d'amour aussi à leur maman, à leur papa. Elles se sont adressées à leur enfant intérieur. Elles ont parlé aussi de bien-être, de santé mentale. Donc vraiment un panel de sujets qui finalement parlent à tout le monde. Et les retours que vous avez eus des gens, c'est des personnes issues de la diaspora africaine, c'est des Québécois, des Canadiens? Après, ça va, parce que chaque fille ont publié leur récit numérique à partir de leur compte, donc ça va être leur audience directe, puis aussi j'imagine plus large. Et donc ça a été beaucoup de « Ah, ça résonne » ou « Merci beaucoup pour ce récit-là »,« Bravo » aussi. Ça a été que des retours positifs, quoi. En fait, on revient sur la notion de création de contenu humain, de toute façon. Absolument. C'est que quand on sort des sentiers battus, quand on sort des questions de t'es une femme, tu dois parler de telle manière, t'es issu de la diaspora africaine, tu dois représenter certaines choses obligatoirement, tout à coup émergent des problématiques, des enjeux ou des solutions ou des révélations qui sont totalement humaines. Absolument. Puis aussi, moi, je trouve que ce qui est intéressant de voir, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a quand même une grande partie... Enfin, j'ai du mal avec cette notion de création de contenu très trendy, etc., qu'on a un peu l'habitude de voir. Puis finalement, tout le monde fait la même chose. Puis là, les filles, le côté, comme tu disais, authentique, je trouve que ça se démarque aussi en disant « Hey, ça donne envie de s'arrêter pour une fois. » Et de se dire « Qu'est-ce qu'elle raconte? Ah, ok, oui, effectivement, waouh, je comprends. » Ça résonne et puis ça crée une émotion. Je trouve ça hyper rafraîchissant dans un nuage de trends. Exactement, oui, de récits conformés en fait. Hein. Parce qu'en fait, tout le monde, de plus en plus, on voit des récits qui sont complètement conformés. Et puis on parlait d'algorithme tout à l'heure avec Jamila, concrètement parlant. Qui adore ça d'ailleurs. Qui adore ça, quoi. L'algorithme. Ah, bien sûr, la conformisation est créée par l'algorithme, mais en même temps, effectivement, c'est ce qui le nourrit. C'est quoi le plus important pour aider quelqu'un à se raconter, et puis soi-même pour pouvoir se raconter? Alors pour moi, c'est prendre du plaisir. C'est ce que je disais à ces femmes-là, tout au long du programme, même s'ils proposent un cadre, c'est de toujours prendre plaisir. Il faut que ça ait du sens pour toi. Peu importe si toi tu produis ou tu as écrit ou tu tournes la vidéo, etc., il faut que ça fasse du sens pour toi. Et je trouve que le facteur du succès, c'est le plaisir. À quel point elles ont pris du plaisir à faire ce récit-là.
Ouais. Pour moi, c'est le facteur numéro 1 qui me vient en tête, le plus important. C'est qu'à la fin, les filles m'ont dit, OK, ça a été difficile parce que, tu sais, il y a des limites aussi, des croyances limitantes et puis des défis logistiques, peu importe. Mais à la fin, oui, j'ai pris du plaisir et oui, je le referai. Est-ce que vous pensez que... alors peut-être que je vais être dans un cliché, j'en sais rien, vous allez me le dire, hein, n'hésitez pas. Est-ce que vous pensez que les femmes issues de la diaspora africaine ont beaucoup plus d'exigences personnelles qu'une personne lambda dans la société, si on prend toute la société réunie? Vas-y. Non, toi, vas-y. Parce que Non, moi, j'ai toi, oui. vas-y. Non, moi, j'ai oui, j'ai envie de dire oui. Ouais. Vas-y. Mais j'ai pas envie d'entretenir encore plus C'est ce oui. stéréotype-là. Ah, très bien. Et c'est très juste ce que tu dis, et c'est pour ça que j'ai pris un temps de réflexion. Puis je pense que c'est notre réponse qui est réelle, tu vois, qui est là. Malheureusement, oui, mais justement, malheureusement. Puis je pense qu'il est temps qu'on passe à autre chose, Exact, en exact, fait. exact. Ouais, j'aime cette réponse. Je vous jure, j'ai pas guidé la réponse, mais c'était la réponse que je voulais entendre. Très bien. À titre personnel, donc pour accompagner la création de récits, c'est le plaisir. Bon, ben là, quelque part, on casse un peu tous les codes. Hein. Parce qu'en effet, la femme africaine, de la diaspora africaine qui souffre, c'est aussi quelque chose qui est porté sur les épaules et qui est beaucoup représenté dans les médias. Soit problématique, soit souffrante. Et là, vous nous dites, bah, en fait, c'est le plaisir peut-être qui va jouer. Et la communauté. Et la communauté, le soutien. Et le sens d'appartenance à une communauté Ouais. avec des gens qui nous ressemblent. Ouais. Une initiative portée par des femmes qui nous ressemblent aussi. Je pense que c'est le meilleur combo. Dans lequel on n'a pas besoin de faire semblant. Absolument, de Mm. une. Et on se sent épaulé aussi. Puis de là naît effectivement une amitié et puis une espèce de synergie aussi, qui dépasse le cadre du projet. Puis c'est ça qu'on veut. Je pense que ces femmes-là qui ont eu le courage, non, qui se sont donné la chance de faire ce programme Ça et Blabla, elles deviennent finalement des ambassadrices en disant « Hey, moi j'ai réussi à le faire, puis on va y aller, puis moi je peux t'épauler à ton tour. » Puis ça fait comme une... Aidez-moi, c'est quoi le terme? Un cercle vertueux. Exactement. Ouais. Un effet domino, c'est ça que j'avais en tête. Ouais, effet domino, ouais, très Exact, bien. un cercle vertueux, etc. Donc je pense que ça rejoint complètement l'essence même de cette diaspora. Bah, j'aime beaucoup un peu parce qu'on sort effectivement de dynamiques dans lesquelles qui portent souvent vers le bas et on va vers une dynamique qui est plus basée sur la vie de tous les jours, le quotidien et qui est dans l'expression, l'expansion. Ça, j'avoue que ça fait du bien. Hein. C'est rafraîchissant. C'est rafraîchissant, Absolument. tout à fait. Très bien. Alors, on va maintenant accueillir une troisième sur ce canapé extraordinaire de Sayaspora. Oui. La troisième personne, c'est Zina Babouri, qui est créatrice de contenu numérique émergente. Alors, allez la suivre sur les réseaux sociaux. Évidemment, vous pouvez aussi suivre sur les réseaux sociaux Sayalab, Sayaspora. Et elle va nous parler un peu de comment elle crée son contenu. Et peut-être qu'à toutes les trois, ces dames ici pourront nous partager aussi comment ça marche ou concrètement comment s'exprimer. Hello. Merci d'être là. Merci à toi. Alors là, on a le trio magnifique, trio de choc. Une belle brochette. Exact. Yes. Exactement. Zina Babouri, tu te considères créatrice de contenu. Oui. Est-ce que tu te considères influenceuse? Très bonne question. Ah. Ah, il y a du boulot là. Oui, je me considère comme influenceuse. Parce que je pense que peu importe l'audience que tu as sur les réseaux sociaux, à partir du moment où tu postes une vidéo ou une photo, tu influences quelqu'un, peu importe que ce soit une personne, deux personnes, trois. Donc ouais, je suis une influenceuse. Et tu influences qui? Ou tu souhaites influencer qui? Et avec quoi? Sur quel sujet? Moi, je parle beaucoup de mon identité, donc de ma double culture, parce que je suis française et algérienne. Donc, Et canadienne? pas encore. Ok. Pas Ah. encore, mais je vis ici à Montréal depuis à peu près 3 ans. Ok. Donc, on va dire une triple culture maintenant. Mhm. Donc c'est ça, je parle beaucoup de mon identité culturelle, je parle aussi de mon enfance et aussi des moments un peu plus simples, mais qui résonnent en fait avec ma double culture. Hmm. Et pour qui l'audience est large. Donc pour l'instant, mes réseaux sociaux, je sais pas un très gros compte, mais
mais je commence. Émergente. J'émerge. Très bien. Et alors, ce point, je pense qu'on a presque toutes les quatre, on n'en a pas parlé avec toi, Lucie, mais c'est le côté multiculturel qui revient de toute façon. Le simple fait qu'on soit ici, toutes les quatre à Montréal, au Canada, on sait qu'on vient d'autres endroits du monde, d'autres parties du monde. Et effectivement, ça crée une perspective sur soi-même et sur le monde qui est différente des autres. D'après toi, qu'est-ce que ça t'a apporté, cette double culture qui s'inscrit maintenant dans une troisième culture? Bah, ça apporte de la richesse. Ouais. Tu sais, je parle de ma double identité, de ma culture. Donc, je parle du fait que je suis algérienne, mais que j'ai grandi en France. Donc, forcément, une personne qui a grandi qu'en Algérie a un point de vue différent que moi, qui a grandi dans 2 pays différents et qui maintenant vit dans un nouveau pays. Donc, je pense que ça apporte une richesse, une plus-value. On voit les choses différemment et c'est ça qui est beau. Parce que derrière le mot richesse, c'est un mot qu'on utilise beaucoup. Je voudrais savoir comment vous la définissez chacune, en fait. Pour toi, c'est ouverture d'esprit, Lucie? Pour moi, c'est ouverture d'esprit, puis c'est aussi un bon moyen d'apprendre à mieux se connaître, en fait, finalement. Quand on sort de sa zone de confort pour aller s'installer ailleurs, on se met un peu en danger quelque part. Mais dans cette mise en danger-là, on apprend à mieux se connaître. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai beaucoup appris, beaucoup grandi. Et puis aussi avoir un recul littéral sur la vie que j'ai laissée, finalement. Puis tu as comme une espèce d'introspection et de rétrospective et de dire, OK, je sais pas, on se réinvente. Enfin, en tout cas, je sens que je me suis réinventée. Ok. Ouais, et puis aussi, on rencontre pas les mêmes personnes. Ça veut dire dans mon parcours d'immigration, ici à Montréal, je ne vais pas rencontrer les gens que j'ai rencontrés en France ou en Algérie. Donc forcément, ça change la perspective. Et c'est ça la richesse, en fait. Et ça t'apporte quoi de rencontrer d'autres personnes? Bah, d'avoir un autre regard sur l'histoire, en fait, des personnes qui sont à Montréal. Je parle beaucoup de la cohorte de Sayalab. On a chacune, en fait, et on l'a vu à travers les vidéos qu'on a créées, on a chacune, en fait, des histoires différentes, même si on a un point central, on est toutes de la diaspora africaine, mais on a toutes une vision différente de la vie. Donc, c'est ça. Très bien. Et Lucie, pour toi... pardon, Lucie. Et Jamila Touré, pour toi, c'est quoi le mot richesse? Qu'est-ce qu'il y a derrière, si on gratte un peu? Richesse par rapport à quoi? Par rapport au parcours à la fois d'immigration, et en même temps de toutes ces cultures qui sont mélangées en une seule personne, qui vont se rencontrer comme ça à l'intérieur de soi. Personnellement, je me définis comme un fruit issu de la diaspora. Puis, dans ces définitions-là, il y a une richesse énorme de par tout ce que, justement, les filles viennent de partager aussi. Quand je parle de richesse, pour ma part, lorsqu'on fait partie de la diaspora africaine, c'est cette facilité à pouvoir comprendre l'autre. Parce que tu as un bagage culturel qui est plus riche, c'est cette facilité à pouvoir t'adapter à un nouvel environnement de par le risque que tu as pris également. Aller à l'étranger, aller seul à l'étranger, c'est quelque chose de foncièrement pas simple, ça prend énormément de courage. Puis c'est ce courage-là qui est mélangé finalement aux nouvelles perspectives que tu acquiers, qui selon moi constituent cette richesse au final. Ouais, ok. Donc finalement, les femmes de la diaspora africaine, c'est un peu tout ça dont elles parlent. Ou qu'elles transmettent sans en parler directement. Elles ont un bagage et en fait, le fruit de leur transmission va montrer finalement la richesse de ce bagage-là. Oui et pas que. Pas que, pourquoi? Parce que ceci est aussi un cadre. Puis ce qui a été hyper intéressant, je trouve, à travers les vidéos de Sayalab et au-delà, à travers les activités qu'on a de manière générale au sein de Sayaspora, c'est que ces jeunes femmes-là nous surprennent constamment par rapport à ce qui les intéresse, par rapport à les nouvelles tendances qu'il y a, par rapport... Enfin bref. Donc tu sais, elles ne parlent pas que de ça, elles ne parlent pas que de leur identité. À Sayaspora, on crée des espaces qui centralisent leur identité, certes, mais qui leur permettent justement de pouvoir leverage ces espaces-là, les utiliser adéquatement pour parler de tout ce dont elles souhaitent parler. Aller au-delà. Et aller au-delà de leur identité, point. Parce que je pense que le monde les ramène trop à leur identité, constamment. Donc c'est important de pouvoir créer justement des espaces où on peut parler de tout et n'importe quoi. Donc on peut parler de
de création numérique, de sécurité, de santé, de dating même even. On avait eu un événement l'année dernière du moins dans le cadre du projet Saya Safe, où est-ce qu'on parlait finalement de comment dans ces terres numériques de dating à coup de genre Bumble, Tinder et consorts, comment est-ce qu'on fait pour être safe au final, tu vois. Donc, tu sais, c'est vraiment créer ces espaces-là pour qu'elles puissent se sentir à l'aise, point, dans leur vie personnelle, professionnelle, sociale, even de manière générale. Oui, c'est une plateforme. Exactement. Alors, concrètement parlant, on fait comment pour créer un récit? C'est quoi, toi, en tant que chargée de projet, qu'est-ce que tu accompagnes? Toi, en tant que créatrice, c'est quoi le processus créatif? Toi, en tant que visionnaire, derrière tout ça, c'est quoi le processus créatif? Peut-être la thématique à travers mes yeux. Moi, c'est ça qui m'a parlé, en tout cas, quand j'ai postulé pour faire oui, Saya Lab. c'est intéressant. Ouais, c'est ça qui m'a interpellée. C'est à Ok. travers mes yeux, ça me parlait. J'avais envie de raconter quelque chose. Et je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je veux montrer aux autres? Qu'est-ce que moi, je vois à travers mes yeux? Et qu'est-ce que je veux que ça donne en vidéo? Donc, ça m'a vraiment parlé. Je me suis dit, je vais écrire un petit récit. De quoi j'ai envie de parler, là, maintenant. Puis ma thématique, c'était à travers mes yeux 30 ans, parce que je faisais 30 ans. Et puis je me suis dit, ok, tu as 30 ans, mais c'est quoi pour toi avoir 30 ans, là, maintenant, tout de suite? Donc c'est ça, je commence à écrire ma vidéo. Et puis je pense que c'est à travers le programme aussi, on a différents processus. Le programme a été conçu sur 3 piliers. Donc, bien sûr, grâce au financement du Fonds des médias du Canada. Le premier pilier était la formation. Donc là, c'était vraiment 6 modules, avec à chaque fois donc, des expertes de l'industrie créative au Canada, qui accompagnaient les filles justement dans le processus créatif. Donc on commence bien sûr par le récit, comme elle disait. Comment on écrit un récit impactant? Qu'est-ce que ça prend? Donc c'était le premier module. Ensuite, on passait à travers le matériel audiovisuel. Concrètement, qu'est-ce que je prends pour filmer en fait, pour le son, etc. Donc on a fait un atelier là-dessus. Avec l'argent qu'on leur a versé, chacune a reçu $500. Oh. Donc, comment je fais un budget avec ça, de production? Qu'est-ce que je mets dans quoi? Donc, on est passé à travers ça aussi. Puis après, quand j'ai mon contenu, comment je le fais rayonner en ligne? C'est quoi mon identité en ligne? À quoi ça correspond? Est-ce que j'ai une signature? Et à la fin, on a fini par une masterclass sur la gestion de projets culturels. Wow. Donc, c'est vraiment tout un parcours qui a été pensé pour les accompagner au fur et à mesure, les outiller, comme je disais, pour qu'elles arrivent à construire leur récit. Donc, il n'y avait pas besoin, en arrivant d'emblée, d'avoir une idée précise, non, puisque le programme a été fait de façon à ce qu'elles arrivent à mettre brique par brique pour aller ensuite à la production de leur récit, tout en étant accompagnées dans tout ce processus-là par une mentor, issue, pareil, de l'industrie créative. Puis, elles avaient des heures de mentorat individualisées pour poser leurs questions sur le récit, mais aussi de manière générale, pour avoir encore une fois ce souffle-là pour « ok, mon récit c'est ça, mais si j'ai de l'ambition un peu plus loin, ma mentor, elle est là aussi pour me servir d'inspiration ». Comme il disait Jamila, l'importance de se voir représenter aussi, d'avoir des sources d'inspiration et de justement se faire accompagner à travers avec le biais des mentors. Donc il y a 6 piliers, c'est ça, si j'ai bien compris? 6 modules, il y avait 3 piliers. Donc le pilier de la formation en tant que telle, théorique et pratique. Il y avait le deuxième pilier, donc le mentorat individuel. Et il y avait donc le troisième pilier, la production même de ce récit-là. Et donc les 6 blocs, je vais revenir sur les 6 blocs. Si on parle à une créatrice, là, aujourd'hui, maintenant, à qui on s'adresse, est-ce qu'elle doit être capable d'aller elle-même chercher les informations? Évidemment, on l'invite à aller à Sayaspora, c'est sûr et certain. Mais concrètement parlant, je voudrais que des personnes puissent sortir déjà avec des outils. Est-ce que ce sont les 6 blocs à travers lesquels une personne doit passer pour pouvoir créer du contenu? Ou c'est vraiment, vraiment la valeur ajoutée de Sayaspora et puis, ok. Oui, là c'était un programme aux petits oignons. C'était un programme aux petits oignons, clairement. Néanmoins, ce que les filles ont produit peuvent servir de toute façon d'inspiration. Puis comme je te disais, c'est l'importance d'avoir des ambassadrices finalement maintenant. Donc Instagram, c'est ça coupe des barrières. Donc les gens sont accessibles, poser des questions en disant, ok, je vois... Il y a quand même des règles que les gens connaissent sur Instagram. C'est 60 secondes, tu sais, 1 minute, c'est bien, puis il faut accrocher tout de suite. Donc, je pense que les gens sont quand même un peu familiers avec les règles d'or, on va dire. Donc, il n'y a pas besoin de passer par ces 6 modules-là. On a fait un programme aux petits oignons. Ah oui, le luxe du programme d'accompagnement. Exactement. Ok. Mais alors, donc toi, ton processus créatif, comment tu crées un récit?
C'est quoi il se passe quoi dans ta tête? C'est quoi les conseils que tu donnerais aussi à quelqu'un qui voudrait créer un récit authentique? Moi, je suis quelqu'un de très simple. Je pars vraiment d'une émotion ou de ce que je vais ressentir et comment dans ma tête je le visualise et qu'est-ce que j'ai envie que qu'est-ce que je veux que ça fasse écho en fait. Donc, dans ta vidéo, tu bois du café. Est-ce que tu as une tenue particulière dans cette vidéo-là? Alors, il y a un petit fil conducteur. Ouais. En fait, je bois du café, puis je visualise une photo de moi pour mes 30 ans, un peu pour me remémorer qui j'étais quand j'étais enfant. Et puis, on me voit en fait en tenue traditionnelle. Traditionnelle D'Algérie. d'Algérie. Parce que je suis algérienne. Et c'était ma maman, en fait, le jour de mes 1 an, elle m'a habillée de manière traditionnelle. Et puis, je me dis, en fait, la manière dont elle m'a habillée, ça a un impact, en fait. Enfin, c'est voulu de se ramener comme ça à son identité. Et puis, il y a tout un fil conducteur, en fait, où il y a une petite voix off qui raconte un peu pourquoi je suis habillée comme ça, pourquoi ce moment de café me ramène à mon identité et à ma culture. Et puis, on me voit ensuite... donc, on voit une photo de moi, pardon. On voit une photo de moi en habit traditionnel enfant. Et puis, la version de moi aujourd'hui, avec à peu près la même tenue. Est-ce qu'il y a une émotion particulière que tu veux créer? Est-ce que c'est quoi l'émotion? Est-ce que c'est la même émotion que toi tu as ressentie quand tu as créé, que tu veux que les gens ressentent? Ouais, moi c'est beaucoup de nostalgie dans mon récit, beaucoup d'émotions aussi un souvenir en fait. Effectivement, moi aussi, ça m'a ramené chez moi. Ça m'a fait l'effet d'un souvenir, effectivement. Et je trouve que tu as bien véhiculé ça, puisque moi, quand je l'ai vu, je me disais, ça me rappelle moi, quand j'avais ma petite robe rouge, etc. Donc, je me suis complètement identifiée à ce que tu voulais véhiculer quand tu dis que c'était un peu nostalgique. Et puis, tu sais, des 30 ans, c'est quand même une nouvelle décennie, donc on prend le temps de faire le bilan de sa vie. Puis ça m'a ramené aussi, moi, comment j'ai célébré mes 30 ans. C'est un peu comme ça aussi que je l'ai fait, en fouillant les photos, regarder, puis dire qu'est-ce que la petite Lucie penserait de la femme de 30 ans. Donc absolument, ça a fait écho. Donc, si je reviens sur mon fil conducteur de la création du récit, on part d'une émotion, en tout cas pour toi dans ton processus, tu pars d'une émotion. Toi, en tant que chargé de projet, tu t'assures d'encadrer tout ça. La DG, d'encadrer encore plus tout ça, version méta. Et tu pars d'une émotion, tu es entouré par ces femmes, les mentors, etc. autour de toi. Et à partir de ça, tu regardes en quoi ça te parle, donc, à travers tes yeux, d'une femme de 30 ans. Est-ce que ça te rapporte comment ça te rapporte à la nostalgie? Tu es toute seule, tu écris un texte, c'est quoi? Qu'est-ce que tu... Ok, tu écris ton texte. J'écris mon texte, en fait, on a... à travers les différents modules, donc on a le module récit, où en fait on va écrire qu'est-ce que notre vidéo raconte, et puis ensuite on passe à la partie réalisation. Du coup, j'ai tout fait de A à Z, et puis ça te permet aussi de voir les coulisses un peu de la création de contenu, parce que tu sais, maintenant sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de création de contenu, des fois très rapide, très performative, enfin tout ça, et puis ok, là je dois faire une vidéo de 1 minute. Je vais poster une vidéo d'1 minute, mais derrière, il y a un travail de 2 semaines. Et plus. Ouais. Et plus. Attends, il y a combien d'heures de travail environ? 2 semaines à temps plein? J'ai pas compté. Ok, d'accord. J'ai pas compté, mais ça, je pense que ça diffère de chacune. Mais il y a tout un process derrière. Donc, L'authenticité, ça coûte cher quand même. ouais, totalement. Ok. Désolée, j'ai des questions. Ben oui. Nous sommes en démocratie. Est-ce que ça a pris 2 semaines parce que le perfectionnisme, il joue quel rôle là-dedans aussi? Le fait que tu étais seule et que tu maîtrises ton récit, que tu l'as fait de A à Z, jusqu'à quel point ça t'a un peu embêté Il y a toute une pression aussi, parce que moi, c'est ma première vidéo que je mets en ligne. Et puis, c'est un moment aussi intime. Donc, tu as cette pression-là de, OK, je vais poster une vidéo sur Internet, où potentiellement, des milliers de personnes vont la voir. Bien sûr, il y a du perfectionnisme. Enfin, moi, j'ai tourné les scènes, alors que c'est des scènes hyper simples. Quand on voit la vidéo, on se dit, c'est rien de fou, quoi, rien d'extravagant. Mais je les ai tournées au moins 10 fois, voire plus. Donc, alors attends, tu pars de ton émotion qui est du thème d'abord. Souvent, dans le processus créatif, partir on appelle ça un prompt, là, un thème général, mais que ça va nous donner l'impulsion. Toi, tu le relis à une émotion, qui est la nostalgie, donc tu t'imagines tes 30 ans, etc. Ensuite, il y a l'écriture, le tournage, et là, tu me dis que tu as tourné 10 fois une même scène. Pourquoi? C'est le perfectionnisme ou c'est...
Bah, tu sais, quand on visualise quelque chose dans la tête, Ouais. moi personnellement, quand je visualise quelque chose dans ma tête, il faut que ça soit parfait. Enfin, c'est Ok. moi. Puis le rendu est jamais comme on veut vraiment. Tout à fait. Et c'est aussi là où les mentors viennent, en fait, t'aider, te dire, OK, tu sais, c'est très bien ce que tu fais. Ne sois pas hyper dur envers toi-même. C'est ta première vidéo, c'est 1 minute. Tant qu'on comprend le message aussi, derrière, chill, quoi. Donc, ça, je pense que ça dépend aussi de chacune. Mais c'est sûr que pour une première vidéo, on veut que tout soit parfait. Puis tu sais, il y a beaucoup de pression là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Mais au final, plus de pression que... Et qu'est-ce que cette pression te disait? J'adore. Alors attends, je vais m'allonger. Dans ton... sur le canapé. Parle-nous de ton enfance, parle-nous de tout. Donc, à 1 an, dans cette robe-là, tu c'est intéressant. ressentais quoi? Pourquoi cette photo de... Ah non, Non, mais c'est une bonne question, en vrai. C'était quoi ta question? Non, mais il faut suivre la mesdames. Hein. Qu'est-ce que cette pression te disait? Bah, tu sais, on se compare beaucoup sur les réseaux sociaux. Quand on tombe sur des créations de contenu, tu sais, en général, il y a du matériel, les scènes sont hyper bien filmées. Puis, tu sais, on a aussi cette vision de la création de contenu, en tout cas moi j'aime beaucoup le cinéma. Tu sais, quand je voyais ma vidéo tournée avec mon iPhone, je me dis, ah ouais, la qualité là, c'est pas du tout ce que j'imaginais dans ma tête. Moi, je voulais un truc un peu cinématographique, tout ça. Puis en vrai, tu sais, c'est après avoir posté la vidéo là. Parce qu'elle l'est. Parce qu'elle l'est. Elle est cinématographique, Ah, merci. ta vidéo. Mais c'est vrai. Bah, tu sais, oui, mais tu sais, quand tu es dans le process en fait de création, tu le vois pas comme ça. Parce que tu sais, tu regardes tes images plein de fois. Puis il y a tout le temps un truc qui coince. Donc ouais, je pense que c'est aussi la pression extérieure, on va dire. Le fait de se comparer aux autres. Bah, finalement, une pression qu'on se met soi-même. Hein. Exactement. De toute façon, un créateur ou une créatrice, l'objectif principal, c'est de créer. Donc à un moment donné, il faut lâcher et puis il faut sortir le truc, quoi. Il faut accoucher de sa création. Quel est le meilleur conseil que tu tires de tous les ateliers que tu as fait à Sayalab et qui t'a été indispensable pour la création et que tu voudrais partager à nos créatrices et créateurs de contenu? Non, en vrai, juste être authentique. Ouais, mais cette phrase-là, non, mais je me permets de dire que c'est comme quand on dit c'est enrichissant le parcours. Ça veut dire quoi être authentique? Bah, par exemple, moi, dans ma vidéo, c'est un moment simple. Ok. Là, je suis juste là en train de boire un café et de me remémorer que j'étais une enfant qui portait une robe traditionnelle. Et tu sais, ça peut être un peu bateau pour certains, mais c'est juste moi, en fait, c'est mon authenticité à moi. Et peu importe ce que tu veux raconter, ça peut être juste un moment simple ou tu sais, juste un souvenir, peu importe. C'est ça, en fait, la création de contenu. Ce que je rajouterais aussi, c'est que les meilleurs récits ne s'inventent pas. Absolument pas. Okay. Je pense que les plus beaux récits sont ceux qu'on a déjà vécus. Peut-être qu'on n'a pas forcément les mots encore. Puis justement, tu as les 6 modules qui viennent t'aider à pouvoir placer mots, appareil photo et consort pour créer le message visuel que tu souhaites créer. Mais ça part d'une injonction. Ça part de quelque chose que tu arrives à visualiser, comme tu l'as mentionné, mais qui est propre à toi, qui est tien. Parce que la plupart du temps, les contenus qui, selon moi, performent le mieux ou qui sont les moins authentiques, pour reprendre le mot finalement que tu as nommé, sont ceux qui ne nous appartiennent pas. Puis on le nommait au début de la conversation. Pourquoi est-ce que c'est important justement de pouvoir mettre de l'avant nos propres récits puis amplifier les voix des femmes de la diaspora africaine? Parce que justement ces récits ont été pendant trop longtemps racontés par d'autres personnes de la mauvaise manière en fait. Puis c'était pas forcément des récits qui étaient authentiques non plus. Donc le simple fait de partager un moment de café, un moment où est-ce que tu te rappelles de toi, 1 an avec ta robe, qui te rappelle d'où tu viens en tant que telle, ben, c'est pas quelque chose que ta voisine peut avoir spécifiquement, mais c'est quelque chose qu'elle peut voir, quand j'ai quelque chose par le produit final de la vidéo, puis avec lequel est-ce qu'elle peut raisonner au final. Mais ce récit est d'office beau et d'office authentique et va d'office toucher davantage parce qu'il est unique. En fait. Je veux rajouter aussi qu'elle est naturelle. Aussi. Ouais. Quand tu la vois dans la vidéo, il n'y a pas de l'acting, elle n'est pas en train de jouer un rôle. On voit qu'on est chez elle. Donc c'est intime aussi. C'est intime et c'est naturel. Il y a quelque chose de inné, il y a quelque chose on voit très bien. On peut effectivement l'imaginer en train de mettre son iPhone, mais elle fait les choses de façon naturelle. C'est pas la première fois qu'elle prend un café. Enfin, je veux dire, non, mais je veux dire, on sent qu'il y a quelque chose qui est naturel aussi, qui n'est pas forcé, c'est pas artificiel finalement. Oui.
c'est que souvent, quand on invite les gens et les créateurs et créatrices à être authentiques, il y a quelque chose d'artificiel qui est créé. Et là, ce que vous nous dites, qui je pense est très très important, à la fois dans la mission finalement globale de Diaspora, qui était très bien résumée, et puis à l'échelle le plus micro d'une personne qui va être créatrice, c'est que l'authenticité, elle part du quotidien, de la réalité vécue, de l'intime, et c'est là qu'on commence à se raconter. Totalement. Je crois que c'est le mot de la fin. Hein. Je crois que c'est le mot de la fin, madame. J'ai quand même quelques petites questions à vous poser, histoire de se détendre maintenant. Là, c'est bon, les questions sérieuses. On peut s'affaler dans le canapé. Ah non, parce que depuis tout à l'heure, j'étais comme ça. Le balado, le podcast s'appelle Studio dans tes rêves. Alors, je vais poser quelques petites questions sur des choses un peu plus légères, tout à fait. Qui ici a des rêves récurrents? On parle des rêves de nuit, là. Hein. Non, mais parce que mes rêves Quel sont- genre de rêve déjà? Parce que... Bon, alors, on a fait récemment une analyse de rêves érotiques. Je ne sais pas si c'est ça que vous voulez aller... Moi, c'est Ouais. plus un cauchemar. Cauchemar récurrent. Ok. Ok. Tu veux le raconter? En quelques lignes. Oui, en quelques lignes. C'est toujours le même thème. Donc, je fuis. Donc, il y a un danger direct. Quelqu'un me veut du mal, quelqu'un veut me tuer. Ah. Et donc je fuis. Et je me réveille toujours avant qu'il y ait impact. Ok. Voilà. Homme ou femme te Wow. poursuit? Homme. Ah ah. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Il va falloir que tu rendez-vous. viennes. Exactement. C'est un rêve très récurrent, très très récurrent, Cette thématique, tu veux dire? de se faire poursuivre et Ok. que quelqu'un veut nous tuer. Ok. Et ce que je peux dire en tout cas sur le sujet, c'est que c'est une peur qui n'est pas fondée. Parce qu'en fait, peut-être que la personne court derrière, à moins qu'elle soit avec un couteau. Oui, par contre, il y a un couteau, il y a un gun. Hein. Ah, non, c'est la fondé. personne. Non, oui. Non, la personne est motivée et équipée. Il y a soit un pistolet, un couteau, Ah, wow. il y a une Il y a intention volonté de claire nuire. de me nuire. Ok, parce que souvent la volonté est perçue, là on se fait comprends poursuivre, ce on que pense tu veux qu'on dire. veut te tuer, mais là s'il y a un couteau, c'est grave. Ah, ok. Bon, on analysera, vous suivrez les autres épisodes de Dans tes rêves. Peut-être que Lucie Ntanga viendra pour un épisode spécial. Si tu fais un rêve très désagréable, un cauchemar carrément, là c'est un cauchemar. Quoique, est-ce que tu te réveilles à la Oui. suite Ah oui, donc c'est un cauchemar. À partir du moment où on fait un mauvais rêve qui nous réveille, c'est un cauchemar. Tu peux essayer de t'entraîner avant de dormir, comme c'est en plus un rêve récurrent, à reprendre les images du rêve, les imaginer, et quand tu es en mode endormi dans ton sommeil, en fait en pré-sommeil, tu reprends les images du rêve et tu changes la fin. Et ça, tu verras que tu vas pouvoir changer ce cauchemar-là. C'est un programme que les vétérans de la guerre font d'ailleurs pour s'entraîner à changer la fin de leur cauchemar. Et ça a un impact très positif sur leur vie d'ailleurs aussi. Super, merci beaucoup. Ouais, avec Je vais plaisir. essayer. Très bien. Est-ce qu'il y en a qui ont des rêves récurrents agréables Agréable, non. Non. Mais en fait, moi, c'est un mini stress. Ok. En fait, j'en ai deux qui reviennent souvent. Mhm. Rater l'avion Ah. ou rater mon examen. Pas le rater en mode je le foire, mais rater en mode je ne me présente pas à l'examen, j'ai oublié, ou il y a quelque chose qui s'est passé. C'est vraiment le concept d'avoir une date importante, puis de passer à côté. Ok. Alors tout à l'heure on parlait de perfectionnisme. Waouh, ma belle Jamie. Étant donné que tu as passé tous les examens en vrai dans ta vie, si ton Ouais. inconscient te remet dans des examens, c'est que tu veux encore te redonner des épreuves alors que tu n'en as pas besoin. Donc il n'y a pas besoin de cet examen, tu l'as déjà passé, ma chère Jamila Touré. Déposons donc. C'est quoi ces rêves en fait qui se Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est genre Non, mais Je incroyable. ne hein. sais pas. Voilà, et rater l'avion, alors par contre, ça c'est important de ne pas les rater dans les rêves, parce que c'est toujours des grands départs de vie. Ah. Voilà, donc passent? il faut rattraper l'avion, On Jamila. va encore plus vite. Note to self, ok. Très bien. Est-ce que tu aurais, Zina, une anecdote avec tes rêves? Est-ce que Oui, tu... moi j'ai des rêves plus légers. Ah, plus, super, super. Moi c'est tout le temps nostalgique. Tout le temps... En fait, moi, Ah, c'est tout le temps- nostalgique, Ouais, moi ça c'est va. tout le temps des souvenirs en fait, donc soit de moi au collège, soit de Mhm. moi au lycée. Mhm. Mais des moments comme ça, tu sais, en classe. Agréable? Ouais, agréable, parce que tu revois des gens que t'as pas vus genre, depuis des années. Puis tu sais, tu rêves d'eux. C'est Mais c'est vraiment ouais, bien c'est que vraiment ça. ton collège-lycée soit des moments agréables. et ouais, plus Primaire, rare, tu sais, ouais. aussi. Ouais, Vraiment. vraiment. Ouais, ouais. Alors, génial. c'est bien parce que c'est relié à ta thématique de création, la Mais nostalgie. exactement. Ouais, non, vraiment. Donc là, c'est très intéressant parce que, je ne sais pas si vous savez, mais dans les rêves, il y a des gens qui ont inventé des chansons. hein. Il y a des gens qui ont inventé des choses assez extraordinaires. Des chimistes. La table chimique, je pense, des éléments, a été inventée par Mendeleev suite à un rêve. Billy Joel, il racontait que toutes ces mélodies venaient de ses rêves. Wow.
Donc c'est quand même assez extraordinaire. Donc peut-être que tout ton contenu, toi, de création, viendra de tes rêves. Il faut aller dormir, ma chère. Il va aller dormir. Ou c'est Va peut-être l'âge, dormir. ou c'est peut-être l'âge qui fait que, ouais. Alors, merci Mais, infiniment. excuse-moi, mesdames. et Oui, toi toi Oui, Moi, je c'est suis vrai. curieuse. Ah, On est là sur le banc des Suis-nous dans tes accusés. rêves. Et toi, Dis-nous tout. Alors, moi, vu que j'analyse toujours mes rêves et que je les interprète, je n'ai plus de rêves récurrents. Parce que ça voudrait dire que j'ai un blocage, que je n'écoute pas mon inconscient. D'accord. ok. J'écoute mon inconscient tous les matins, j'écris mes rêves, je les enregistre sur mon téléphone tous les matins. Il m'inspire pour tous mes projets, celui-ci, mes projets d'album, mes projets de fiction, tout vient de mes rêves. Est-ce que tu te reposes? Est-ce que tu te Ah, sens je me repose puisque j'ai besoin de dormir Ok, pour avoir ok. l'inspiration. Mais tu travailles quand même Et dans voilà. tes rêves. Et en Ok. fait, c'est ça qui est bien avec les rêves, c'est que ça travaille pendant que toi, tu es en train de ronfler. Waouh. Voilà. C'est une bonne idée, ça, de les écrire, les rêves. Ouais, Ah, ouais. tu vois, j'avais pas Voilà, pensé. Je le dans, fais aussi. dans ton processus créatif, je te conseille fortement. Ouais. Et même pour la prise de décision, extraordinaire les rêves, extraordinaire. Écoutez, là, on conclut cet épisode. Merci infiniment de votre accueil dans ce magnifique espace Sayaspora. Djamila Touré, merci pour votre accueil, pour ton accueil. Lucine Ntanga, merci pour ton Merci accueil. à toi. Et puis Zina Babouri, merci pour Merci ton à accueil aussi. Je vous invite à continuer cet épisode avec une dernière petite surprise. Une poétesse issue du programme d'accompagnement Sayalab de Sayaspora qui va nous quitter. Enfin, non. Non, on on parle de finitude. On parle de finitude. Exactement. Touchez du bois, s'il vous plaît. Exactement. Avec plus la tête. Est-ce que c'est du vrai bois, ça, ou bien Jose Daniel Beauville, qui va nous raconter les choses qui... parce que je veux pas dire trop que c'est la mort, quand même. Parce que... enfin, les gens vont le comprendre, hein, on le comprend, mais... Ah, l'urgence des vues, c'est plus beau. Voilà. Ouais, c'est mieux. Jose Daniel Beauville, qui est l'une des participantes du programme de Sayalab à Sayaspora, et qui va nous partager sa création poétique sur l'urgence de vivre. Portez-vous bien et faites de beaux rêves. J'ai rencontré la grande faucheuse le jour où la terre a tremblé, à l'angle d'une rue en feu, quand nos prières, comme la poussière, s'élevaient en chœur vers les cieux. C'était une belle journée pour la faucheuse. Elle m'a souri et m'a dit « Un jour, je reviendrai pour toi aussi. » Mais le ciel s'est éclairci, nos prières ont tari et la vie a repris. Puis les jours ont commencé à s'empiler et à se ressembler. Et bientôt, une autre voix s'est mise à me parler plus fort, une voix qui m'a appris à craindre des catastrophes plus graves. Elle me dit « Réfléchis bien avant d'envoyer ce texto. Le monde pourrait s'effondrer si tu postes cette photo. » Cette voix m'a invité à porter sur mes épaules le poids de l'humanité parce que j'avais de l'acné. Elle m'a dit « Fais attention. Ne cherche pas trop l'attention, mais ne t'efface pas trop sinon on t'oubliera. Suis ce chemin tout tracé, cherche la stabilité, ne prends pas trop de risques, mais surtout ne sois pas ordinaire. Il te faut un succès planétaire pour prétendre à la réussite. Vis dans la simplicité, mais ne sois pas pauvre. Gagne beaucoup d'argent, mais ne sois pas matérialiste, car rappelle-toi, l'argent ne fait pas le bonheur. Et d'ailleurs, pourquoi cherches-tu le bonheur? Il n'existe pas. Dis la vérité, mais ne blesse personne. Sois belle, mais pas superficielle. Sois désirable, mais ne donne pas de faux espoirs. Va à gauche, mais ne perds jamais le nord. Attends, recentre-toi, il faut que tu sois droite, aligne-toi. Alors j'ai appris à marcher sur des œufs, à aligner des bœufs et des charrues sans savoir quoi labourer. Donc je tire dans toutes les directions et je demeure immobile. Je fais les choses à moitié car je n'ai jamais appris à être entière. Toutes les versions de moi qui attendent de naître regardent s'approcher la grande faucheuse, un coucher de soleil après l'autre, un anniversaire après l'autre, pendant que j'attends la permission d'exister. Jusqu'à craquer sous l'injonction de toujours bien faire pour finir en poussière. Quelle tragédie que de passer sa jeunesse à douter que l'on mérite d'exister comme si le monde allait s'effondrer sous le poids d'une femme entière. Je veux arrêter de me réduire en petits morceaux afin d'être digeste aux yeux de ceux qui ne se supportent pas eux-mêmes. À essayer d'être du goût de tout le monde, je deviens insipide pour moi-même. Mais c'est que mon obéissance a toujours été récompensée, donc je dois arracher ma permission d'exister, d'être entière, de crier à cette voix qui ne me quitte pas, celle-là qui me demande d'être parfaite dans un monde imparfait. Donc je te le demande à toi aussi. Pourquoi pas toi et pourquoi pas aujourd'hui, puisqu'elle reviendra, celle qui nous importe tous. Pourquoi passer nos journées à nous rétrécir, à mettre nos rêves 6 pieds sous terre à quelques pas de leur éclosion? Et si nous décidions aujourd'hui de vivre avant de partir?